Et donc là, je vais faire en sorte que cette machine-ci, je vais commencer par activer le RDP pour dire que je vais pouvoir prendre la main à distance sur cette machine-là. Donc là, je vais déjà vérifier en tapant distance. Comme là, je ne suis pas directement. Donc j'ai des distances. Voilà. Paramètres du bureau à distance, puisque c'est le menu qui va nous permettre d'activer ça. Et donc ça, vous en aurez besoin aussi pour l'exercice. Et ici, du coup, je vais l'activer, parce que je ne l'avais pas activé. Donc lui, par défaut, il a le port 3389 qui est enclenché. Et on va voir qu'en réalité, on n'est pas obligé d'arriver par le port de l'extérieur, par le port 3389, pour qu'après il aille sur le port 3389. On peut mixer les choses. Puisque là, par exemple, dans l'exercice, vous allez tous du coup rediriger vers une machine, donc via le RDP, et qui sera tous du coup en 3389. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le NAT ne peut rediriger vers un port qu'une seule fois. Parce que si du coup on arrive sur le port 80, mais qu'on avait réussi à lui mettre deux règles qui envoyaient sur deux machines différentes sur le port 80, bah, il va pas savoir où aller. Donc de toute façon, normalement, quand vous allez régler le NAT, il est censé vous le dire qu'il y a déjà une règle avec ce port qui existe. Donc du coup, il faudra changer le port qui arrive de l'extérieur. Mais après, de l'intérieur, on renverra bien quand même vers le 3389. Le plus important, c'est qu'il n'y ait pas dans le côté entrant plusieurs fois le même port. Normalement, il ne vous le laisse pas le faire de toute façon. Donc là, ici, si jamais vous avez un doute, mais ça, vous allez finir par vous le rentrer en tête à force, ce port, vous allez dans paramètres avancés. Et là, vous voyez 3389. Donc ça, c'est le port que vous aurez besoin, vers lequel vous allez vouloir renvoyer la machine. Donc comme c'était marqué, il vous faut aussi l'adresse IP de la machine sur laquelle vous allez vouloir vous connecter en local. Donc là, du coup, classique, l'IPconfig. Vous récupérez donc 1.162. Donc du coup, maintenant, il vous faudra aller dans la Freebox. On va faire déjà à partir de la Freebox. Et après, je vous montrerai pour le PF7. Donc là, on va commencer par le plus simple. La redirection, on va dire directe, entre le réseau extérieur et votre réseau interne. Donc ici, je vais vous la redonner, mais vous pouvez la noter si vous voulez tout de suite. L'adresse sera 192.168.1.254. Donc vous arrivez sur cette interface-là. De toute façon, je la remarquerai avec le mot de passe, parce que du coup, vous aurez besoin d'un mot de passe pour vous connecter à la box. Donc une fois que vous êtes là, vous faites un double clic sur paramètres de la Freebox, puisque c'est le menu où on aura besoin. Donc là, il demande de se connecter. Voilà. Pareil, le mot de passe, je vais le marquer. Et pour l'instant, suivez les instructions.
ressources F majuscule 77. Ça, c'est le mot de passe pour la box que vous aurez besoin. Oui, en majuscule et le F est aussi en majuscule. Donc là, vous en aurez besoin pour l'exercice. Je le rechangerai par la suite. Je le rechangerai par la suite. Donc voilà. Ici, on est dans les paramètres de la Freebox où on peut régler différentes choses, notamment comme je vous avais montré pour le serveur VPN, client VPN, et ainsi de suite. Ce qui va nous intéresser ici, c'est la gestion des ports. Donc ici, on voit qu'on a rien, il y a juste un transfert vers le port 16384, je ne sais même pas si c'est une machine qui répond encore. Bon, on va la laisser là, c'est pas gênant. Et ensuite, on va faire ajouter une redirection. Donc ici, on va indiquer l'IP de la cible, c'est-à-dire là, le PC dans votre réseau local où vous voulez envoyer. Donc j'ai dit 162. L'IP source, on peut filtrer. On peut dire qu'il n'y a que certaines adresses IP publiques qui vont pouvoir accéder à cette machine-là. Donc bon, là on va pas s'embêter, mais on va mettre tout. Mais je veux dire, si vous voulez, si vous avez une adresse que vous êtes sûr qui bouge pas, par exemple de votre téléphone ou d'un truc comme ça, et que vous êtes sûr que l'adresse publique d'où vous venez ne bouge pas, vous pouvez déterminer qu'il n'y a que votre téléphone ou un ordinateur portable qui a une adresse reliée au téléphone ou quoi, qui pourra accéder à cette machine. On peut brider qui a droit d'accéder. Mais si du coup on se connecte à plusieurs réseaux ou quoi, du coup on a plusieurs adresses IP d'origine, donc on peut pas toujours le mettre en place. Mais potentiellement ça peut, parce que ça peut être des redirections vers d'autres réseaux privés. Donc ici, le protocole, c'est normalement TCP. Le port de début, c'est le port par lequel on va arriver de l'extérieur. Donc là, je ne vais pas utiliser le 3389. Je vais utiliser par exemple le 8933. Je rentre par là. Ah oui, mais non, c'est vrai. Comme on est en adresse partagée, il faut que je prenne au-delà des 16 384. Parce qu'en fait, du coup, justement, du fait que les opérateurs, du fait qu'il y ait moins de, il y ait une limitation au niveau des adresses IPv4 publiques, c'est-à-dire visibles directement par Internet, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est que plutôt que chaque appartement ou chaque box ait une adresse, ils coupent l'adresse en 4. Donc ils économisent 4 fois le nom, ils économisent 3 fois le nombre d'adresses à chaque fois. Donc ça fait que l'adresse IP là, elle est donnée aussi à trois autres personnes, la même adresse IP publique. Et c'est pour ça qu'on n'a pas accès à tous les ports possibles, puisque du coup, en fait les 65 534 ports disponibles, ils ont été coupés en 4. Donc on est limité dans les choix, entre guillemets, limité dans le choix des ports qu'on peut utiliser. Et souvent, la plupart des opérateurs font ça. Il n'y a pas que Free. Donc chez toi, si tu essaies de faire du NAT, peut-être que quand tu vas taper un port, il va te dire non, c'est pas possible, il faut prendre entre tel ou tel port. Donc, bon, là, c'est pas grave, tu t'adaptes. Puisque de toute façon, le port qui vient de l'extérieur n'est pas obligé d'être le même que le port à l'intérieur.
Donc là, c'est ce qu'on fait. Le port extérieur sera différent du port intérieur. Donc là, on va lui mettre 18 933 comme port. Donc c'est 33,80. Enfin, c'est même pas 33,89 à l'intérieur. Oui. Justement parce que l'adresse est partagée. Si, je reviens là où j'avais les infos, ici. Si on prend les infos de la Freebox, il me dit ici, là, mon adresse publique, mais il me dit que je peux utiliser que les ports de 16 384 à 32 767. Donc c'est pour ça que du coup, comme le 89 33 était hors de cette plage-là, il voulait pas. Il me l'a dit clairement. Il me disait clairement que je ne pouvais pas le prendre. Parce que sinon, potentiellement, je pouvais arriver chez quelqu'un d'autre. C'est ça. Et que le nombre de ports, du coup, est partagé aussi. C'est ça. Oui. Le premier, il est entre 1 et 16 383. Non, parce que les 1024 ports, c'est côté intérieur, en fait, côté privé. Donc, de toute façon, comme du coup, pour la translation, il n'y a pas besoin que le port extérieur soit le même que le port intérieur. C'est pour ça qu'on ça pose pas de problème. Bon, c'est possible aussi d'ailleurs. C'est possible. Après, j'avoue que moi, du coup, je vais demander le full stack, c'est-à-dire que pour récupérer tous les ports possibles. Donc, du coup, bah, j'ai pas le problème. Euh, ouais. Oui, normalement, après, ça l'est. Du coup, par contre, quand on est en full stack, on peut commencer, hein, puisque j'ai fait de la redirection avant sur du 22, des trucs comme ça, y a pas de problème sur les 1000. Par contre, peut-être qu'en partagé, il bride peut-être un peu le début, c'est possible. J'avoue que j'ai pas. Mais en général, c'est une pratique commune des opérateurs de bloquer, de diviser la ligne. Et potentiellement, ça peut aussi diviser un peu le débit. Puisque potentiellement, c'est la même IP qui est utilisée. Donc, elle a une charge normalement maximum. Donc, ça dépend si là-bas, il relie sur plusieurs câbles différents ou si c'est le même câble. Donc, c'est pour ça. Potentiellement, ça peut aussi influer un peu sur le débit. Potentiellement. Donc c'est pour ça que si on veut être tranquille, normalement, on essaye de demander une adresse IP full stack comme ça. Elle est à nous, il n'y a pas de problème, on est sûr que on fait ce qu'on veut. Le seul truc, c'est si jamais vous aviez déjà mis des services en place, il faudra les reconfigurer parce que l'adresse IP va changer quand vous allez demander du full stack. Là, si nous on demandait du full stack, notre adresse serait plus 88, commencerait plus par 88, elle commencerait par autre chose. Mais bon, comme là on va pas spécialement le demander, on a suffisamment de ports quand même pour faire les choses. Donc je reviens sur la gestion des ports. Je vais ajouter ma redirection, donc j'ai dit 192.168.1.162. Donc oui, si vous coupe pendant que vous êtes en train de frapper, bah vous continuez à vous cliquer, vous continuez à taper. C'est un bug, je sais pas pourquoi. Quand on commence à taper une adresse, des fois il nous sort de la fenêtre pour taper. Donc on reclique et on continue. Bon. IP source, bah là on va mettre tous. Le port, donc du coup j'ai dit 18 933. Et par contre, là où il faut bien penser, c'est changer le port de destination. Le port de destination, c'est celui qui va être sur la machine où vous voulez aller. Donc ici, on va mettre 33,89. Comment ça existe déjà pour ce port?
18033 qui lui plaît pas? Ah bah, ah, il me l'avait enregistré tout à l'heure, alors je pensais pas avoir enregistré. Bon, ok. Un petit peu loin à la détente. Parce que j'ai eu le temps d'arriver, de cliquer sur rajouter une redirection avant qu'il me l'affiche. Bon. Donc voilà. Ici, du coup, je vais le changer parce que PC formateur, on valide. Et à partir de ce moment-là, du coup, on peut accéder au PC directement à distance. Donc là, à la limite, faudrait quelqu'un qui le fasse. Je changerai mon mot de passe après. Hein? Sur quel port? Quel port entrant? Oui, je l'ai déjà utilisé. Donc du coup, il faut changer le port. C'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas rediriger plusieurs machines à partir du même port. Mais par contre, du coup, vous avez quand même au total 16 000, pas de 16 000 ports pour pouvoir choisir. Et donc là, bah, il faudrait éventuellement quelqu'un qui essaie d'accéder. Alors du coup, l'adresse IP, on va avoir besoin de l'adresse IP, qui est 88 172 0.30. Non, il n'y a pas de point. 136. Voilà. Et normalement, la session s'est passée. Quand je le mot de passe après. Donc là, normalement, si quelqu'un essaye de se connecter par le bureau à distance, donc je rappelle le bureau à distance, vous tapez connexion bureau à distance. Et ici, vous tapez l'adresse IP et le port en question. Après, des fois, je viens juste de l'activer, donc du coup, alors non, après, ça peut être aussi le pare-feu. Il s'est peut-être pas bien ouvert aussi. Non. Hein? Donc 2.18 933. T'as bien mis le 2.18 933. Parce que si tu le mets pas, il va pas savoir par où aller. Il va essayer d'accéder par le 3389 par défaut. Par contre, du coup, vous pouvez pas y accéder de votre faire la manipulation, mais vous, pendant qu'elle fera la manipulation, vous verrez pas ce qu'elle fait. Donc,
place, c'est le plus fluide. Par contre, pour l'assistance, c'est pas le plus pratique puisque la personne ne voit pas ce que vous faites et elle est obligée de vous redéconnecter quand elle a envie de faire quand elle a besoin de faire une manip que vous lui mettez. Donc, comme des fois, le problème, comme on dit, vient plutôt entre la chaise et l'écran, des fois, on a besoin de voir ce que la personne fait. Parce que du coup, c'est peut-être tout peut bien marcher, mais en fait, c'est peut-être juste la manipulation qu'elle fait qui pose des dysfonctionnements. Donc vous allez le faire, ça va bien marcher, mais quand elle va le faire, ça va pas marcher. Donc si vous voyez pas ce qu'elle fait, vous pouvez pas identifier si c'est ça le problème ou pas. Donc voilà, ça c'était du coup la connexion simple. Et donc l'avantage, c'est que vous pouvez prendre la main à distance sur cette machine-là quand vous êtes à l'extérieur. Cas pratique, il y en a ici que je sais que du coup qu'on dit qu'il n'y avait pas des problèmes de machine chez eux. Et ben le jeudi, par exemple, ils peuvent se connecter sur cette machine-là, de chez eux, et travailler avec cette machine-là, par exemple. Donc c'est pour ça que ça peut être potentiellement pratique. Ou même après, par la suite, pour vous, si je vous dis, vous avez développé quelque chose, vous avez mis en place un serveur web de quelque chose ou des différents Docker, bah, vous pouvez, via ça, y accéder. Là, je sais pas, il est allumé ou pas. Je l'ai allumé tout à l'heure. Non, je l'ai allumé là. Ça a un tout petit peu de bruit. Et là, je vais montrer aussi que du coup, lui, il aura une page internet pour son contrôle. Et ben, je vais montrer qu'on peut se connecter à cette page-là pour pouvoir y accéder et travailler sur cet ordinateur-là, sur ces serveurs-là, à partir de n'importe où. Ce qui est pratique. Et c'est aussi un peu l'avantage de Proxmox, c'est que c'est beaucoup plus simple d'avoir l'accès à distance que sur de l'ESX. L'ESX, c'est toujours une galère pour trouver les bons ports et tout. En général, à la fin, moi, ce que je fais, c'est que je me connecte sur une machine à distance via le RDP et j'accède après à l'interface. Parce que sinon, y accéder directement, elle est un peu galère. Alors que le Proxmox, c'est beaucoup plus simple pour ça. Donc ça, c'était pour la mise en place au niveau de la box pour une machine qui est du coup accessible directement. Donc ça, c'est le premier cas qui sera le cas le plus classique que vous allez utiliser si vous avez à le mettre en place chez vous. Mais après, admettons que vous décidez de mettre du coup un proxy, reverse proxy ou quoi via un pfSense. Du coup, là, vous pouvez avoir un réseau séparé de celui de la box. Donc, vous serez obligé de faire un autre rebond via pfSense. Du coup, c'est ce que je vais vous montrer. Vous allez voir que c'est une fois qu'on sait, c'est pas très compliqué. Là, vous voyez que c'est pas une fois qu'on sait ce qu'il faut rentrer, c'est pas compliqué de faire du NAT pour transformer un port en un autre et accéder du coup à des ressources qu'on aurait chez nous. Du coup, je vais aller prendre un VMware. Donc là, on a celui-ci. Je vais prendre le serveur là qui est déjà configuré. Donc lui, pareil, on aura besoin de son adresse IP. Ah, par contre, ce qui est obligatoire, par contre, si vous faites de la redirection de port, il faut que votre machine soit en IP statique. Parce que si jamais la machine change d'IP parce qu'elle a pris une raison pour une autre, elle a redémarré ou quoi, et bah du coup vous allez être dérangé après. On te calme ou pas là? Bon, je le redémarrerai tout à l'heure pour un. Ah là pour eux. Là, il n'y a pas grand chose qui tourne dessus. Donc, ouais. L'arrêter là, je reverrai tout à l'heure.
à la pause. Je pense qu'il fallait que je me connecte dessus parce que je crois que j'ai un problème de pile, j'ai changé la pile, mais ça bug toujours. Donc ici, comme pour la box, on aura besoin de l'adresse de la machine où on veut aller. Donc ici, j'ai 75.20. Donc je vais vérifier si j'ai bien accès au bureau à distance. Donc sur un serveur, c'est pareil, hein, on fait distance pour accéder aux paramètres du bureau à distance. Donc il n'est pas activé, on va l'activer. Et son port par défaut, c'est toujours 3389. Sauf que du coup, là, il n'est pas relié à la box. Il va passer par le pfSense pour aller là. Du coup, je vais dans le pfSense qui est relié à lui. Je vais dans Firewall à nouveau, dans le pare-feu toujours. Et ici, on retrouve NAT. Et on tombe directement sur port forward, c'est-à-dire pour transférer les ports. Donc là, on va faire ajouter. Donc l'interface, on va rentrer par le WAN, puisque c'est le WAN qui sera... ah non, faut que je reconfigure le WAN. Parce que le WAN n'est pas sur le réseau du bâtiment en lui-même. Donc du coup, la box ne va pas vouloir y aller directement. Il y a ça quand même. Faut quand même que le pfSense soit relié à un moment ou à un autre sur le bâtiment en lui-même, sur le même réseau que la box. Donc du coup, bah, c'est pas grave, on va le reconfigurer. Donc ça c'est USA. Oui, on peut rajouter, sinon on peut rajouter effectivement une troisième interface. Il y a cette possibilité-là aussi. On peut essayer comme ça. Donc du coup, on va le faire de cette façon-là. Donc, je vais l'arrêter, je préfère pour mettre à froid. Donc oui, il y a cette possibilité-là. Si on ne veut pas retoucher au reste de la configuration, on peut rajouter une interface supplémentaire qu'on va mettre sur le bridge. Le bridge étant sur le même réseau que la machine physique, donc sur le bâtiment. Sur le bâtiment. Mais on pouvait aussi retransformer une des adresses de base en adresse en bridge. Donc je fais add network. Et ici, normalement, je vérifie quand même, ça doit être logiquement, par défaut, le bridge, c'est VMnet 0. Donc je vais vérifier quand même que ça soit toujours mon cas. Donc oui, c'est bien VMnet 0. Là, sur ces machines-là, vous n'aurez pas de problème. Mais vous voyez que moi, j'ai mis bridge vers Intel Ethernet. Je l'ai forcé. Si vous regardez chez vous la machine, le bridge sera en automatique. Donc, des fois, si jamais vous voyez que vous êtes mis en bridge, mais qu'après la machine de l'autre côté ne récupère pas les bonnes adresses, c'est parce qu'il essaye de passer par une autre carte qui n'est pas la bonne. Donc, c'est le petit inconvénient du bridge. Des fois, il faut forcer quelle interface vous allez utiliser. Parce que moi, j'ai du coup du Wi-Fi et de l'Ethernet.
Et si je laisse en automatique, il y a une chance sur deux qu'il passe par le Wi-Fi au lieu de passer par l'Ethernet. Donc c'est pour ça que je dis qu'on est obligé des fois, ici en bridge, de forcer la connexion. Sinon, il va prendre potentiellement, il va tomber sur un des 4 réseaux qui est disponible. Donc, si jamais vous avez un problème de connexion avec le bridge et qu'il ne vous donne pas la bonne adresse, dans ce cas-là, il faudra forcer le bridge. Par contre, ce que vous pouvez faire, donc autant le NAT, vous ne pouvez avoir qu'un seul en NAT, le bridge, vous pouvez avoir plusieurs interfaces en bridge. Donc si par exemple vous voulez qu'un des PC utilise plutôt le Wi-Fi en bridge et l'autre utilise le réseau principal qui est connecté à l'Ethernet, vous pouvez le faire. Il suffit de rajouter une autre interface en bridge et sur lequel vous allez forcer la connexion par un autre biais. Donc c'est bien VMnet 0. Donc du coup, on va le reconnecter. Et pendant ce temps-là, je vais vous montrer un autre petit programme qui va vous servir, qui peut vous servir. Ah mais il n'est pas installé. Donc là, bon, je ferai le test à la main. Mais vous avez un petit programme qui s'appelle Angry IP Scanner qui va vous permettre de scanner sur votre réseau les machines qui sont en ligne ou pas, pour utiliser une adresse qui n'est pas actuellement utilisée par quelqu'un. Moins que j'ai... Ah, j'ai Nmap, sinon qui fait la même chose aussi. Parce que du coup, si vous êtes en bridge, ça veut dire que potentiellement, vous pouvez tomber sur si vous mettez à la main des adresses, tomber sur des adresses qui sont déjà utilisées par quelqu'un. Donc là, le logiciel, c'est Nmap. Network Map. Aussi. Mais là, c'est parce que du coup, c'est le Nmap qui est déjà installé. Mais le Angry IP Scanner, il va faire la même chose. Donc ici, tout simplement, on va mettre un réseau. Donc moi, c'est le 10/24. Et on choisira un ping scan. Donc c'est-à-dire qu'il va faire juste un ping sur les machines pour voir si elles répondent ou pas. Donc ça, c'est pas celui qui a le plus de garantie, mais c'est le plus rapide pour savoir. Donc là, je fais un scan du coup, en ping. Et donc là, assez rapidement, normalement, il va me montrer les différentes machines. Et donc là, toutes les machines qui sont apparues ici, ce sont des machines qui sont allumées, qui ont une adresse. Donc ça veut dire que les adresses qui sont déjà données là, vous ne pouvez pas les utiliser. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de savoir pour pas utiliser une adresse qui serait déjà occupée. Donc par exemple là on voit que la 102, normalement je peux l'utiliser comme adresse pour mon pfSense. Mais je pourrais mettre aussi la 1.99 puisqu'elle elle semble pas utilisée. Donc ce programme-là vous permet d'éviter de tester à la main chaque IP pour savoir si elle est déjà utilisée ou non. Et ici, si vous regardez,
vous pouvez trouver quelques informations sur la machine à côté. Par exemple, là, celle-ci. On voit que la 1.254, c'est marqué Freebox. Et on trouve son adresse MAC. Donc, pourquoi on avait dit que l'adresse MAC pouvait être utile à avoir? Dans quel cas de sécurité? Il y a ça, adresser effectivement une adresse fixe sur un DHCP. Tu me parlais de sécurité? On peut, en général, oui, enfin, ça dépend dans quel sens on le fait, mais ça sert pour le filtrage, ce qu'on appelle le filtrage MAC, pour dire que des adresses ne sont pas autorisées à se connecter, ou que justement, il n'y a que cette adresse MAC qui soit autorisée à se connecter. Ce qui peut être appliqué notamment au port d'un routeur. On lui dit qu'il n'y a que quelques adresses MAC qui ont droit de se connecter à ce port. Si quelqu'un essaye du coup de débrancher un câble et de se brancher à la place, bah, s'il n'a pas une adresse MAC qui est valide, bah, il ne pourra pas. Et l'autre il est toujours allumé en orange. Alors qu'il n'y a plus de câble branché. Donc, à moins qu'il ait détecté une intrusion, mais normalement j'ai pas fait de réglage dessus, donc qui devrait pas. Et donc bah voilà, vous avez d'autres infos. Par exemple, là on voit que le 177, bah, c'est quelque chose de chez Cisco. C'est un équipement Cisco. Donc on peut avoir quelques infos. Là on a Cisco Meraki, c'est encore un autre élément chez Cisco. On a plusieurs Cisco Meraki. Donc ce programme-là, Nmap ou le Angry IP vous permettent rapidement d'avoir ces informations-là. Mais vous pouvez avoir aussi plus de détails. On a un Quick Scan Plus. Et là, en fait, il va scanner les pings, mais il va scanner aussi les ports. Il va scanner quelques ports pour voir si c'est ouvert. Si des ports seraient ouverts et voir. C'est pour ça que des fois, une machine peut ne pas répondre au ping, mais elle peut répondre au test de port. Donc ça peut permettre à un hacker ou quelqu'un de savoir que la machine en réalité est bien présente sur le réseau, même si le ping a été bloqué. Ce qui peut être le cas d'une box. La box, on peut lui refuser que le ping fonctionne, mais derrière, comme on aura ouvert des ports, s'il y a un scan de port qui est fait sur la même adresse IP, et bah du coup, on va pouvoir savoir qu'il y a des ports ouverts. Notamment donc avec le Shodan, potentiellement. Mais aussi avec ce programme-là. Par contre, du coup, quand il scanne les ports, c'est beaucoup plus long comme résultat. Oui, c'est possible, puisque j'avais essayé de vous partager l'autre fois là un répertoire. Moi, tu l'as vu avec le scan là, c'est ça, non? Oui, il y en a plusieurs après des programmes, hein. Là, je vous en ai donné deux, mais il y en a d'autres. Après, c'est à vous de vous familiariser avec un potentiellement. Mais au moins déjà, c'est de savoir que vous pouvez avoir des programmes qui permettent rapidement de faire du scan et de vérifier les adresses. Donc ça peut être Nmap, ça peut être Angry IP Scanner, ça peut être Advanced IP Scanner. Vous tapez programme Scan IP, vous allez en trouver plusieurs. Bah c'est celui-là, là. Ça c'est le Nmap. Mais enfin quand on tape Nmap en général, le premier qu'on trouve c'est Nmap. Ouais. Et Nmap peut être également installé en ligne de commande sous Linux, mais en version graphique aussi. Voilà, donc là, a priori, il a fini. Et donc, par exemple, on voit que la machine 139 a le NetBIOS, a différents systèmes. Il y a TideVNC qui fonctionne avec et ça vous renvoie même le port utilisé par le TideVNC.
Hein? Voilà, il n'y a pas le mot de passe. Bon, j'ai peut-être pas, comme je faisais la version Quick Scan, il fait peut-être pas la résolution. Euh, non. Non, mais bon, là, comme c'est un test rapide, il fait pas forcément le retour, la vérification DNS et tout. Mais bon, voilà, c'est pour montrer qu'on peut rapidement vérifier des choses. Par contre, c'est bizarre parce qu'on dirait qu'il m'a indiqué une clé là. Non, ah, c'est un header. Hmm. Donc voilà, on peut voir comme ça tout ce qui est ouvert sur des machines et ça a été assez rapide quand même à savoir. Donc du coup, j'étais en train, oui, de reconfigurer le PSense. Donc du coup, bah, je vais assigner mes interfaces. Oh non, tiens, je ne vais pas le faire comme ça. Là, je vais le faire en mode graphique directement puisqu'on a déjà réglé le LAN. Donc du coup, on va pouvoir le faire directement en mode graphique. Pour changer, je vais vous montrer. Donc du coup, si en mode graphique, vous avez rajouté une carte réseau et que vous voulez l'ajouter, vous allez dans Interface, Assignment. Pour taper le mot de passe qui s'est réveillé, qu'il dit tiens, ah tiens, en fait, ça fait longtemps que je ne me suis pas connecté. Donc, Interface, Assignment. Ici, il vous montre les différentes interfaces qui ne sont pas encore utilisables ou utilisées. Et on fait Add. On save. Et après, maintenant, on voit que dans l'interface, j'ai bien OPT1 qui est là. OPT, c'est parce que ça, pour lui, c'est optionnel. C'est comme ça qu'il la nomme à la base. Voilà, du coup, je vais l'appeler Bridge. Ça sera plus simple de savoir comme ça à quoi elle sert. Ici, je vais lui demander une adresse IP statique. Enfin, c'est moi qui vais lui indiquer. Ensuite, je vais mettre l'adresse IP 192.168.1. Du coup, normalement, on avait vu que la machine 102 est censée être disponible. C'est du. Alors, ici, on est quand même relié du coup comme du WAN. Du coup, on peut rajouter une gateway, une upstream gateway, puisque là, ce réseau-là, le bridge, a une sortie vers Internet. Faut que je change. Donc 24, add gateway. On va l'appeler box. Ah zut. Je me suis trompé. Ah bah du coup, il ne va pas sauvegarder. Sur OTP1, box, gateway, sans me tromper, 1.254. Ah, bon. Je vais la mettre après, alors du coup, parce qu'il est têtu.
Il veut pas me laisser mettre cette gateway là parce que du coup l'adresse et l'interface n'a pas d'IP pour l'instant. Donc je vais la remettre après. La description, on a dit bridge, une IPv4 statique, 1.102, et la gateway, on en mettra une après. Donc, on fait bien attention au masque, au CDR, donc 24. J'applique les changements et je vais ajouter ma gateway. 1.254, sans se tromper maintenant. Et on ajoute, parce que elle, c'est du WAN, donc. Donc voilà. Ça, ici, on va juste vérifier le pare-feu du coup du bridge qui m'a bloqué les choses par défaut. Et là, on va laisser passer le 3389. Je vais juste passer ça, puisque c'est ce que j'ai besoin pour y accéder. Au moins déjà pour y accéder. Ouais, mais là, si j'y accède comme ça, après, il va y avoir un échange. Bon, je vais essayer comme ça déjà. Voilà, là, c'était la première étape. Du coup, maintenant, j'ai une adresse fixe côté bridge sur le PF7. Ici, là, dans Nmap, ça, les résultats qui sont là, c'est ceux qui sont déjà utilisés. Normalement, les autres, en théorie, et là, on voit que même par le port, il n'y a rien qui a réagi. Donc, ça veut dire que normalement, elle est disponible. Oui, après, il faut voir aussi sur quelle plage d'adresse la box donne aussi. Est-ce que ça commence à 101 ou est-ce que c'est plus loin? Là, faut vérifier après, effectivement, le DHCP de la box pour savoir qu'il n'en assigne pas en cours de route. Mais là, pour l'essai qu'on va faire dans celui-là, c'est pas gênant. Mais effectivement, dans l'idéal, c'est de voir le DHCP sur quelle plage il donne. Donc voilà, là j'ai laissé passer le 3389 sur le bridge. J'ai fait ça, voilà, pour avoir l'adresse OK. Maintenant je retourne à mon pare-feu à mes NAT. J'ajoute donc l'interface du bridge. Le protocole TCP/IP, donc destination, je le redirige vers, du coup elle est sur le LAN, et le destination porte, ça c'est le port qui va arriver en entrée. Donc je vais le faire arriver par le 17000. Ça, c'est-à-dire le port qui viendra de la box sera le 17000. Et on renvoie euh, vers une adresse qui va être là 190.1268 25. Non, 75. Et j'ai dit combien déjà tout à l'heure? Point 20. Et ici, on renvoie sur MS RDP.
c'est-à-dire qu'il va savoir que on va renvoyer vers le 3389. Description double NAT. Voilà. Donc là, j'ai fait pour l'instant la redirection du coup du pfSense vers le serveur. Maintenant, il faut aussi quand même du coup indiquer à la box vers où elle doit renvoyer. Donc du coup, je reviens sur la box, sur la gestion des ports. Je vais ajouter du coup une redirection vers la 192.168.1.102 qui est l'adresse de mon pfSense. Toutes les sources. Donc j'indiquerai 17 000 quand je serai à l'extérieur. Il va me renvoyer vers le 17 000 dans pfSense et le 17 000 de pfSense va renvoyer vers le 3389. C'est pour ça que je parle de double rebond. Voilà. Et donc là, normalement, notre configuration est en place. Donc je vais la tester. Puisque là, comme ce n'est pas directement ma machine, je peux la tester moi-même. Donc on a dit 88 172.0.136 2.17 000. Et il aurait dû renvoyer de l'autre côté à 17 000. Est-ce que je me suis trompé? Donc, l'interface, le bridge. L'adresse, c'est le port de source, peut-être que j'aurais dû indiquer, là je crois que je me suis trompé. Destination. Oui, donc ok, ça d'accord. 17 000. Non, alors c'est mon. Peut-être le pare-feu dans ce cas-là. Non, c'est bien comme ça qu'il l'a configuré. À moins qu'il s'est rentré en conflit. Donc, ça. Donc il arrive à 17 000. Il renvoie vers le pfSense sur le port 17 000. Ensuite, il le renvoie. Que j'ai fait. Ce qu'il y a, c'est que là, du coup, j'ai pas ouvert le port 17 000. On va voir si c'est ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais laisser passer tout. On va bien voir si c'était un problème de pare-feu. Alors, moi, il y a tout qui est censé passer. Ah non, c'est le truc à distance que j'ai fermé. « 88
pourquoi il m'embête? Donc, oui, c'est ça, c'est bien la box ici, la box elle renvoie. C'est bien 102 hein, que j'ai mis, je me suis pas trompé d'IP. 1.102, ok. Donc est-ce que je me suis pas trompé quand j'ai rempli mon truc? Nanana. Normalement ça s'applique au bridge, il n'y a pas de raison que ça s'applique au one. Ah mais attends, est-ce que du coup on arrive. Oui mais attends, on arrive. Est-ce qu'il essaye pas du coup de le renvoyer par l'IP sec aussi? Du coup, parce que j'ai coupé le. J'ai coupé le VPN, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on était connecté en VPN aussi. Donc il y a peut-être un petit conflit qui part aussi potentiel. Ouais, mais bon, des fois qu'ils bloquent les accès, puisque cette machine-là, si elle faisait partie du VPN, est-ce qu'il des fois qu'ils fassent un blocage? Non. Alors attends. Ah. Donc, reprenons calmement. Donc c'est bien le NAT, ça c'est sûr. Donc l'adresse source, je vais reprendre de 0. Donc là, c'est quand on arrive le one, normalement il a rien à faire là. Sauf si la passerelle de PSSense nous embête. Normalement, l'interface sur laquelle ça s'applique, c'est le bridge. Quoique non, du coup c'est sur le LAN, la machine est sur le LAN, elle est pas sur le bridge. Donc destination, une adresse, protocole TCP/UDP, destination 192.168.25.20. Ça, je suis en train de me mélanger là. Est-ce que là, il y a redirect? Donc ça, c'est l'adresse sur laquelle je veux aller, celle-là. Le problème, c'est la destination. Là, j'ai un trou. N'importe quelle destination. Et redirige vers le 25.20. Et le port redirigé. Donc ça, c'est le port final. OK. Et ça vient du port 17000. Normalement, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure. N'importe quelle source destination. Donc tout à l'heure, j'avais mis une adresse de destination particulière. Pourquoi ils m'ont pas. Donc là, il va là. Ah, agace. Bon, j'en ai fait un paquet de ceux-là. Donc, pour remontrer la règle à la fin. En fait, j'avais bon au début, c'est juste que je me suis trompé de machine où attendre. J'avais mis 25.1. C'est 75.1. Donc forcément, ça complique un peu la tâche. Donc on va analyser pour que je vous réexplique les trucs. Donc, on passe bien par le bridge parce que c'est le bridge qui va recevoir les informations de la box, parce que c'est celle qui est reliée à la box. Donc effectivement, souvent c'est le one, mais comme là on a fait un autre exercice,
on a rajouté le bridge. C'est bien du TCP. Donc la destination, c'est le point d'arrivée par rapport à la box, c'est-à-dire l'adresse du bridge qu'on a donné à pfSense. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez mettre aussi bridge adresse, comme ça, peu importe l'adresse, il va le rediriger. Mais vous pouvez préciser aussi directement l'adresse de votre pfSense côté bridge. La destination du port, c'est bien 17000 à 17000, puisque de la box, de l'extérieur, on fait rentrer par 17000. Ensuite, la box redirige vers le 1.102, 2.17000. Donc, il faut que ça matche ici. Et le redirect target IP, c'est bien l'adresse sur laquelle on veut aller. Ce coup-là, en mettant sur le bon réseau, ça marche mieux. Du coup. Et ici, redirect target port, c'est le port vers lequel on renvoie à la machine finale. Donc la machine finale, étant donné qu'on n'a pas changé son port, on va utiliser le 3389 pour rediriger à la fin. On aurait changé le port final de la machine finale, on aurait utilisé le port que l'on avait utilisé. Donc voilà, donc c'était bien ça, et donc là on a bien le double NAT, puisque si je redessine au tableau, plusieurs couleurs. On a l'adresse publique 88 172 0 136 qui va renvoyer au bridge qui a comme adresse 192 168 1.102 2.17000. Là, je suis arrivé à 17000 aussi. Et après, lui va renvoyer au PC qui a 192 168 75.20 2.3389. Donc on a un NAT ici. Et on a un premier NAT ici. Alors que sur le premier exemple, on arrivait du public directement sur une machine qui était directement sur le réseau principal. Donc on n'avait pas besoin de refaire un deuxième bridge. Et là, en gros, à chaque fois que vous avez un routeur, vous allez avoir besoin de refaire un NAT supplémentaire. Bon, normalement, il n'y a pas de raison, moi, d'avoir une infrastructure très compliquée, que vous ayez besoin de refaire un NAT qui traverse 5 routeurs. Mais bon, après, même s'il y a 5 routeurs ou 10 routeurs, si vous ne perdez pas dans vos chiffres, comme j'ai fait tout à l'heure, normalement, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas arriver à le faire. Donc voilà. Et donc là, du coup, entre ces deux cas-là, bah, vous pouvez arriver à rediriger des adresses, des services et tout de l'extérieur vers une machine qui est derrière un réseau privé, dans tous les cas. Qu'il y ait un pfSense qui est encore un deuxième réseau derrière ou qu'il n'y en ait pas. Comme ça, vous pouvez vraiment tout rediriger. Donc là, c'était pour la théorie. Maintenant, je vais vous mettre un petit exercice pour le mettre en pratique. Ça va mieux vous parler. Ça vous parlera mieux. Hop. Après, est-ce qu'il y a des questions? Déjà, pour l'instant. De toute façon, s'il y en a, il ne faudra pas hésiter à les poser. Une fois que vous aurez
commencer à essayer de mettre en place. Alors, Drive. Torsi 28. Exo. Nouveau dossier, 21. NAT. Je commence à faire quelques exercices. Importer un fichier. Voilà, il y est. Donc normalement, vous avez les différentes informations que vous pourriez avoir besoin qui sont au tableau. Je vais juste éteindre le projecteur pour que vous voyez mieux. Et du coup, au tableau, normalement, vous avez tout ce qu'il faut. Je vais notamment le remettre un peu plus propre. C'est surtout ça que vous avez besoin, éventuellement. Nmap. Scanner. Et ou par exemple Advanced Scanner. Et donc après, pour tester votre propre machine, vous aurez deux possibilités. Soit vous utilisez le bureau à distance. Si vous voyez qu'il vous pose la question de quel utilisateur vous voulez vous servir pour vous connecter, ça veut dire que ça aura fonctionné. Vous n'êtes pas obligé de faire la connexion en elle-même. Ou vous pouvez télécharger l'application, par exemple RD Client, sur un téléphone. Je me demande s'il a pas... Je crois qu'il vient de changer de nom il n'y a pas longtemps. Là. Microsoft, il l'a refusionné avec sa catégorie de... Et RD Client, c'est l'application officielle de Microsoft pour justement la connexion à un bureau à distance sur un téléphone, une tablette, même sur un ordinateur Windows. Et je crois qu'ils l'ont... Il me semblait qu'ils devaient la refusionner à un moment. Voilà. Windows App Mobile. C'est ça, ils l'ont fusionné avec d'autres... Voilà, donc celle-là, vous pouvez la télécharger sur un téléphone et du coup, en utilisant l'adresse publique, vous pourrez voir si ça se connecte. Mais sinon, vous pouvez le faire aussi avec le bureau à distance. Et si vous voyez que ça apparaît la connexion qui vous propose le mot de passe et tout, ça veut dire qu'il a bien trouvé la machine.
Là, vous pouvez rester en DHCP pour faire le test. Si après, vous pensez avoir besoin éventuellement d'accéder à la machine potentiellement plus régulièrement, vous pouvez passer en statique. Sachant que du coup, si vous avez bien réussi, vous pourrez accéder à n'importe quand à la machine physique tant qu'elle est allumée. Bien sûr, si elle est éteinte ou qu'il y a des choses qui ont bloqué, qui l'ont mis en veille, pendant ce temps-là, vous ne pourrez pas forcément y activer. Notamment, il y a quelques options qui sont intéressantes à couper quand on veut connecter la machine à distance, genre la mise en veille avancée, et surtout, un truc un peu bête qui bloque, même si vous avez désactivé la veille et la veille prolongée, c'est l'arrêt du disque dur. Même si vous n'avez pas mis en veille la machine ou quoi, si le disque dur est marqué pour d'être mis à l'arrêt, et bah du coup vous ne pourrez pas accéder à la machine à distance. Je sais, c'est des petits tests que j'ai vus quand j'ai fait un moment, quand j'ai dû le mettre en place ici, sur un autre site. Il y avait ça comme souci. Si le disque dur s'arrête, ah ben, il n'a pas envie, il veut pas redémarrer.